Le jeudi, vous le savez, on retrouve notre partenaire du jour, Jean Messia. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien. Bon. Fraîchement, mais ça va. Bon. Alors évidemment, on va commencer par parler de Trump. C'est l'événement chaud de la semaine. Votre avis, Jean Messia, sur cette investiture de Donald Trump? Écoutez, je pense que l'élection de Donald Trump, c'est un clou majeur dans le cercueil de l'idéologie gaucho-progressiste qui dirige l'Occident depuis maintenant près d'un demi-siècle. L'Amérique a été dans une forme de transition paradigmatique, puisque, comme vous le savez, Donald Trump avait échoué à l'élection de 2020 après avoir été élu en 2016 et suscité un espoir d'un changement à ce moment-là pérenne. Et 2020 est venu, avec l'échec de Trump, casser un peu cette dynamique. Et maintenant, avec le retour de Trump au pouvoir, on peut penser que la parenthèse gaucho-progressiste antinationale est définitivement fermée aux États-Unis. Pourquoi l'élection de Trump est un enseignement majeur pour le monde occidental et pour le monde en général? Parce que je pense que Donald Trump, et d'ailleurs dans les dizaines de décrets qu'il a signés quelques heures après son élection, son investiture, il a finalement plastiqué un à un tous les dogmes, tous les murs porteurs de l'idéologie progressiste antinationale. Il s'est attaqué d'abord, comme vous le savez, à la question du genre, puisqu'il a dit que désormais, il n'y aurait plus que l'homme et la femme comme sexe reconnu, et que tout ce qui est transgenre, etc., serait banni de l'armée et interdit de passer dans des compétitions internationales. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que cette idéologie transgenre fait partie, finalement, du projet de destruction, d'annihilation du monde occidental. Qu'est-ce que c'est, en fait, le transgenrisme? Le transgenrisme, c'est d'expliquer, d'ailleurs, comme Elisabeth Borne en a encore parlé hier, qui prévoit, en fait, et qui est déjà le cas d'ailleurs, de faire une propagande LGBT, une propagande sur la dysphorie de genre dès la maternelle, pour accroître le nombre de jeunes, si vous voulez, qui, dès 6 ans, 7 ans, 10 ans, font une transition de genre. Qu'est-ce que c'est la transition de genre? Ça n'est rien d'autre qu'une castration physique. Puisque quand une femme décide de devenir un homme ou qu'un homme décide de devenir une femme, ça se traduit physiquement et techniquement par des castrations. Donc nous sommes là dans le stade suprême du projet de finitude, du projet d'euthanasie du monde occidental, auquel s'ajoute le projet d'invasion migratoire, qui a, on sait, des raisons économiques, etc., mais n'empêche que l'invasion migratoire et le grand remplacement, c'était aussi, pendant des dizaines d'années, la manière de faire disparaître notre identité. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait l'objet de l'un des décrets prioritaires de Trump, aux côtés de celui de lutte contre le wokisme et le transgenrisme. Et enfin, et je pense qu'on reviendra sur tous ces thèmes dans la suite de l'émission, mais enfin, il y a l'écologie punitive, l'écologie sacrificielle, l'écologie qui consiste finalement non pas à protéger le monde occidental d'une fin fantasmagorique par les émissions de gaz à effet de serre ou autre chose, mais qui n'est ni plus ni moins que la finitude de l'Occident également. L'écologie punitive, l'écologie sacrificielle, c'est se désindustrialiser, c'est la décroissance, c'est, la lutte contre finalement presque le taux de fécondité, puisque certains écologistes vont jusqu'à nous expliquer qu'à partir du moment où le taux de fécondité est dynamique, eh bien c'est presque, on est trop sur Terre et donc ça menace notre existence terrestre. Tout ça pour faire quoi? Pour finir effectivement également par l'écologie, participer à cette éradication du monde occidental. Le problème, si vous voulez, c'est que toutes ces idéologies qui nous ont gouvernés, que ce soit le wokisme, le transgenrisme, l'immigrationnisme et l'écologisme sacrificiel, ce sont des délires purement occidentaux. À la limite, si ces dogmes étaient partagés par le reste de la planète, on n'y verrait que du feu. Mais le fait est que ça n'est pratiqué qu'en Occident. Donc en fait, nous sommes dans un délire depuis une 50aine d'années où l'Occident, les élites occidentales, financent quelque part la propre fin de leur propre peuple. Et donc, vous savez, Jésus-Christ, avant d'être crucifié, a dit à ses bourreaux, « Seigneur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le peuple français crucifié depuis maintenant plusieurs décennies, s'il doit s'exprimer, il dira « Père, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. »
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces décrets qui ont été signés Vous savez, les États-Unis croient dans une formule un peu choc qui consiste à dire « When there is a will, there is a way ». Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, notre problème en France, et Donald Trump le démontre à sa façon, à l'américaine, mais notre problème en France, si vous voulez, c'est que on a longtemps cru à l'impuissance de la volonté. Moi, je crois qu'il y a une vraie volonté d'impuissance. J'entends dire, et en arrivant à cette émission, une dame m'a arrêté, elle m'a dit « Monsieur Messia, vous croyez qu'on peut faire quoi que ce soit en dehors de l'Europe ? Regardez, Trump, il s'emmerde pas, il n'est pas lié par des traités, il fait ce qu'il veut. » Elle a partiellement raison. Mais en même temps, qui peut penser que si un président national arrive à la tête de la France, il ne fera pas ce que le peuple lui a assigné comme tâche et sur le programme sur lequel il a été élu. Donc je pense, si vous voulez, que Trump, effectivement, montre que c'est possible. Et je pense que quand on parle de Trump, on parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays majeur, le pays, comment dirais-je, amiral du monde occidental. Et c'est toujours le pays qui donne le là des changements. Rappelez-vous que la page de l'étatisme, du socialisme, de l'interventionnisme des années 45 à 75 a été tournée par l'Amérique de Ronald Reagan, qui a donné le coup d'envoi, si vous voulez, de l'idéologie néolibérale, sans frontiériste, immigrationniste, etc. Et d'ailleurs, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne l'a suivi ou l'a précédé, je ne me rappelle plus, non, l'a précédé, mais ce sont ces deux pays-là qui ont donné, si vous voulez, le coup d'envoi de l'idéologie qui nous gouverne depuis maintenant une cinquantaine d'années, avec évidemment, comment dirais-je, une gradation sur un certain nombre de points que n'avaient pas prévu les créateurs de cette idéologie-là. Et le hasard fait que ce sont ces deux mêmes pays qui referment cette parenthèse un demi-siècle plus tard. On a eu le Brexit en 2016 et on a eu l'élection de Donald Trump en 2016. Et comme toujours, comme au tournant des années 80, la France choisit toujours dans un premier temps le représentant le plus épuré du monde d'avant. Donc pendant que le monde se convertissait au néolibéralisme au début des années 80, la France choisissait François Mitterrand, le représentant le plus épuré du monde socialiste, interventionniste, keynésien, etc. Rebelote en 2017, pendant que le monde se convertit au modèle néo-westphalien, c'est-à-dire du retour des frontières, des identités, des souverainetés, eh bien la France choisit le représentant le plus épuré du monde d'avant, Emmanuel Macron, qui fleure bon le libéralisme des années 80. Mais on sait très bien que lorsque s'annonce le crépuscule d'une idéologie, eh bien, tôt ou tard, elle finit par s'effondrer. Et je crois qu'aujourd'hui, le macronisme, qui est le stade suprême de cette idéologie mortifère qui nous dirige, est entré dans sa phase terminale. Nous voyons aujourd'hui ces dernières lueurs crépusculaires. Et Jean Messia, est-ce que c'est pas un problème justement que la France soit toujours dans la position de suiveur vis-à-vis des idéologies qui sont proposées précisément par les États-Unis ? Ah bah non seulement c'est un problème, mais ça a toujours un coût faramineux. Vous savez, lorsque Mitterrand tente de faire des relances keynésiennes en 81, alors même que la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, c'est-à-dire à l'époque nos principaux partenaires commerciaux, rentrent dans l'orthodoxie budgétaire, eh bien, les 2 années où Mitterrand a fait du monde d'avant, ça nous a coûté des déficits budgétaires, des déficits commerciaux et une aggravation de la dette publique colossale. Il ne faut pas croire, si vous voulez, que le décalage de la France par rapport au monde n'est pas coûteux. Il est coûteux moralement parce que, je veux dire les choses clairement, quel kiff d'entendre Donald Trump, d'entendre le discours de Donald Trump qui redonne sa fierté au peuple américain, qui lui redonne son identité, qui lui promet de le protéger. Pour la première fois, nous avons un président qui est élu sur un programme et qui, quelques heures après son investiture, applique son programme, puisque la signature des décrets, c'est effectivement l'application stricte du programme sur lequel il a été élu. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu en France depuis peut-être le général de Gaulle. Voyez ? Donc, quel plaisir d'entendre ça, et quelle déprime, quelle dépression d'entendre qu'au même moment, pratiquement au même instant, François Bayrou et son gouvernement s'affairent pour voter le projet sur la fin de vie.
Enfin, vous comprenez, quand on entend un président américain vous dire qu'il va ressusciter l'Amérique, qu'il va ressusciter son identité, qu'il va ressusciter son économie, qu'il annonce un plan d'investissement massif pour l'avenir dans l'intelligence artificielle, qu'il va remettre en route des capacités énergétiques, et au même moment en France, on discute sur la fin de vie. C'est quand même très symbolique, ce contraste, si vous voulez, entre un pays qui a décidé de mourir et un pays qui, au contraire, vient de décider de ressusciter. Ah bah si vous voulez avoir du pire, on en trouve toujours. Hein. Oui. Par contre, si vous recherchez le meilleur, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis désolé, mais qui est cette bonne femme en fait? Je veux dire, le président Trump a été élu et très bien élu. Il a reçu un mandat du peuple américain. Il a reçu l'onction du suffrage universel qui normalement doit faire s'agenouiller tout gauchiste qui ne jure historiquement que par le peuple et le suffrage universel. Donc je ne comprends pas cette attitude d'une personne que personne n'a élue, qui ne doit rendre de compte à personne et qui décide comme ça dans son coin un beau matin, après avoir fumé son joint, de censurer, parce que bon, c'est pas parce qu'elles se font en dénégation qu'elles ne censurent pas. Ça s'appelle de la censure. Et elle est en train de censurer le président des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par une phrase, je dirais un peu dédaigneuse, mais qui est méritée par celle qui l'a générée. Moi je pense que ces gens, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est là où on voit que le système que nous vivons connaît sa fin assez proche finalement. Parce que quand on en est là, quand on en est à faire des différés d'un discours présidentiel américain, quand on en est à quitter X, vous savez, c'est Jean Moulin de pacotille qui croit faire des grands actes de résistance en disant nananaire, je m'en vais du réseau social, c'est que ces gens-là sentent bien que leur fin est proche. Vous comprenez ? C'est pas du tout l'attitude de gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, qui sont sûrs de leurs droits, parce que quand on craint rien, on reste sur un réseau où il y a toutes les opinions. Quand on craint rien, on ne censure pas le discours d'investiture du président des États-Unis. Quand on ne craint rien, on ne mobilise pas les institutions comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la magistrature, pour faire feu de tout bois, pour tuer dans l'œuf toute forme de contestation du système en place. Donc il y a là une panique qui, pour moi, même si elle est scandaleuse, relève plutôt de la bonne nouvelle. Devrait avoir, mais voilà, la loi de l'État fédéral, la Constitution des États-Unis font qu'une partie de ce qu'il a dit, en fait, n'est pas applicable. Vous avez en fait avec tout le respect que je vous dois, vous avez le discours un peu légaliste, je dirais, d'une partie de la classe politique et médiatique française. Bien sûr que vous avez raison sur le fond, mais il ne faut pas oublier, là je paraphrase l'Évangile, que ce ne sont pas les peuples qui ont été faits pour les textes, c'est les textes qui ont été faits pour les peuples. Et ce que le peuple a fait, eh bien le peuple peut le changer, peut le défaire. Donc on a vu que sur certaines choses, les constitutions évoluent. Quand vous pensez qu'en France, le projet de loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, la constitution de l'IVG, elle n'était pas obligatoire. Ils ont fait, parce que ça fait partie de leur code idéologique et de leur dogme idéologique, ils ont fait rentrer dans la Constitution de force presque quelque chose qui n'avait rien à y faire. Donc on ne peut pas, si vous voulez, lorsque il s'agit de modifier les constitutions ou d'y inclure des dogmes qui fleurbont l'idéologie gaucho-progressiste, dire c'est normal, c'est le peuple, etc. Et dès lors que, au contraire, il s'agit de modifier la Constitution parce que le peuple veut autre chose que le gaucho-progressisme, dire oh là là, attention, là, on rentre dans des marécages un peu dangereux. Merci de me comparer à Laurent Fabius, mais qui avec un peu de chance va de toute façon quitter et être remplacé par Richard Ferrand. Et personne ne le pleurera. Si, il pleurera si c'est Ferrand. Oui. Voilà, si c'est Ferrand, on risque même de recréter Fabius. De dollars d'investissement, que ne les a-t-il annoncés ? Mais il a annoncé. Personne ne l'a entendu. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que veut faire Trump au fond, parce que personne, je n'ai pas entendu cette comparaison, alors que moi, elle m'a sauté aux yeux, si vous voulez. C'est là où je me dis que je suis meilleur que les autres, en toute modestie. Merci d'être là. Non, blague à part. Vous vous rappelez parce qu'il a appelé, je crois, sa nouvelle, tout son volet politique là, Stargate, il me semble. Oui, c'est ça, Stargate. C'est les 500 milliards de dollars d'investissement dans l'informatique. Ça vous dit rien ?
Ça vous rappelle pas Star Wars? Mais si, voilà. je l'ai même dit hier sur Radio Courtoisie. Donc je suis pas le meilleur alors. Vous êtes meilleur que moi. Voilà, donc Star Wars, qu'est-ce que c'était? C'était le grand projet reaganien, un volet dans ce qu'on a appelé à l'époque la Reaganomics, c'est-à-dire ce mélange de libéralisme et d'interventionnisme militaire. C'est un grand plan d'investissement visant justement à accroître et c'est d'ailleurs ce plan d'investissement-là qui a généré ensuite Internet, qui a permis à toute cette champignonnière de nouvelles technologies finalement d'immerger. C'était le pognon du budget fédéral américain consacré à Star Wars, au réarmement des États-Unis, à la course aux armements pour essouffler l'Union soviétique. Et ben Stargate, même si évidemment le contexte a changé, nous ne sommes plus en guerre froide, il n'y a plus d'Union soviétique, maintenant il y a la Chine. Et la Chine, comme vous le savez, est très férue de nouvelles technologies et elle est en train d'avoir ses propres innovations technologiques. D'ailleurs, son marché connaît également tout un tas d'applications que nous ne connaissons pas. Ils ont leur Google local, leur Twitter local. Leur X est interdit en Chine, comme vous le savez. Ils ont TikTok qu'ils ont réussi à exporter dans le monde occidental, alors que le monde occidental n'a pas réussi à exporter ces technologies en Chine parce qu'il y a un pouvoir qui protège son marché. Et donc, je pense que ces 500 millions annoncés par Trump, en tout cas, qu'il va faire, puisque même si là ils ont été annoncés par Biden, on peut être d'accord sur le fait que Biden ne les a pas concrétisés. Bon, si Trump les concrétise, c'est aussi un plan, effectivement, dans une espèce de course technologique, réponse, un lointain écho à la course aux armements des années 80, dans le nouveau contexte géopolitique actuel de course et de guerre et de compétition avec la Chine, pour pouvoir maintenir le leadership américain, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la Chine est en train de grignoter l'avancée technologique occidentale à grands pas. Et donc, s'il n'y a pas un grand choc d'investissement pour maintenir cette avance, le monde occidental et les États-Unis, en l'occurrence, vont être rattrapés et dépassés par la Chine. Ce dont ne veulent évidemment pas les Américains, parce que eux, contrairement à nous, sont dans une optique de puissance. Nous, vous savez, Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont transformé la France en herbivore dans un monde de carnivores. Voilà. Et donc, il est temps que la France reprenne une volonté de puissance, qu'elle reprenne sa voix dans le monde et qu'elle aussi, avec le génie français, tout ce talent français qui nous a été légué par l'histoire et dont la France s'est montrée capable à travers les siècles, il est temps de le dépoussiérer, de lui donner ses lettres de noblesse et de le ressusciter. Il reste un peu plus de 2 minutes. Vous vouliez dire quelques mots aussi sur cette attaque qui a eu lieu en Allemagne, attaque au couteau, qui a coûté la vie de 2 personnes et dont celle d'un enfant. Je passe un peu du coq à l'âne, mais voilà, on est pris par le temps. Donc, Mais vous savez, en fait, tout est lié. Évidemment que ces attaques, si vous voulez, elles découlent de quoi? Elles découlent indirectement de Refugees Welcome. C'est toutes ces pancartes affichées par les Allemands qui accueillaient un torrent de migrants entre 2015 et 2017, qui d'ailleurs on avait commencé par les agressions sexuelles à Cologne, qui ont été complètement tues en France. Et je pense que nous sommes face, en France comme en Europe, à un triple assaut systémique. L'assaut de tous les jours que subissent les Français tous les jours. Je veux dire, si vous ouvrez la PQR ou si vous allez sur tous les jours, vous avez des agressions au couteau qui relèvent d'agressions, je dirais, alter-identitaires. On n'agresse pas les gens dans la rue pour leur voler leur portefeuille, bien que ça soit une conséquence, on les agresse parce qu'ils sont français. Ou parce qu'ils vivent comme des Français. D'accord ? De la part de gens qui ne veulent pas vivre comme nous. Il y a les agressions des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, dans certains quartiers, quand elles arrivent, c'est presque une armée étrangère qui les accueille. Parce que ces forces de l'ordre-là ne sont plus sur un territoire français. Et il y a, troisième assaut systémique, les attaques terroristes. Alors, Dieu merci, on est passé des attaques terroristes massives. Encore que, on a vu en Allemagne ce camion fou là, dirigé par un Saoudien, paraît-il, néo-nazi et d'extrême droite. J'ai jamais vu un Saoudien à kéfier d'extrême droite. Pour moi, c'était un islamiste qui était sous taquilla. Et qui a attendu son heure pour pouvoir aller rejoindre Allah. Donc effectivement, ce terrorisme low cost aujourd'hui, c'est des attaques comme ça, c'est des attaques au couteau qui sont censées choquer. Parce que quand on poignarde un enfant de 2 ans, vous imaginez, poignarder un enfant de 2 ans de sang-froid,
Est-ce que les gauchistes qui se pensent le camp du bien, qui se pensent le camp de l'humanisme, c'est quand même incroyable que ces gens qui nous dirigent, les médias, les politiques, ne réservent leur empathie, ne réservent leur sympathie, ne réservent leur humanisme qu'à toutes les causes et à toutes les souffrances, sauf quand elles sont françaises. Les Français n'ont pas le droit, et les Européens n'ont pas le droit de pleurer leur mort. Ils n'ont pas le droit de dénoncer les causes de leur mort. C'est interdit. Ça s'appelle de la récupération, de l'instrumentalisation, des propos d'extrême droite, stigmatiser, attiser la haine. Enfin, vous connaissez toutes ces perles sémantiques grotesques qu'on nous sort à chaque fois que nous avons l'outrecuidance de nous insurger contre la mort des nôtres. Par contre, la mort des autres, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est open bar à la récupération, à l'instrumentalisation. On vous montre des bébés morts sur la plage. On vous montre on vous monte en épingle je ne sais quelle personne qui a été attaquée dans tel endroit. On vous invente même du néonazisme, le retour d'Hitler et du Troisième Reich. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les montagnes de haine anti-française, anti-européenne, antisémite, anti-chrétienne, là, ça doit être l'omerta. Parce que si vous en parlez, vous êtes d'extrême droite. Et en réalité, aujourd'hui, être d'extrême droite, c'est juste être français, en fait. Oui, écoutez, nous, en tout cas, on en parle à notre antenne et notamment à travers vos mots, Jean Messia. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.